Aujourd'hui, on va parler des plateformes dématérialisées. Qu'est-ce qu'une plateforme dématérialisée? Une plateforme dématérialisée se présente sous la forme d'une entreprise vendant uniquement des biens ou des services en ligne. Ces entreprises n'ont donc aucun site de vente physique. Une plateforme peut être définie comme un serveur supportant des logiciels applicatifs. La dématérialisation, quant à elle, peut se définir dans le cadre de marchés publics comme étant l'utilisation d'Internet et de services en ligne pour répondre aux besoins et conclure des marchés. Ici, nous avons décidé de prendre un exemple concret afin d'expliquer le fonctionnement de ces plateformes 4.0. Un des leaders au milieu de cette prolifération de plateformes est Amazon. Amazon est une entreprise américaine faisant partie des GAFAM. Créée en 1994, l'entreprise ouvre sa filiale française en 2000. Au début, le créateur de l'entreprise, Jeff Bezos, avait fait le choix de ne vendre que des livres, mais rapidement, il a su prendre le tournant et diversifier ses ventes. Ainsi, de nos jours, nous pouvons trouver de tout sur le célèbre site d'Amazon, qui est primé premier distributeur non alimentaire en France en 2016. C'est donc à travers cet exemple que nous allons dans un premier temps vous expliquer comment Amazon gère ses ventes et dans un second temps, comment gère-t-il ses achats. Bien, en 25 ans de bons et loyaux services, le moins que l'on puisse dire, c'est que la franchise d'e-commerce a su tirer pleinement profit de son incroyable évolution. En effet, lorsque l'on pense à Amazon de nos jours, nous viennent tout de suite à l'esprit les idées de grande distribution, de mondialisation, mais aussi de facilité d'utilisation. Ce qui était à la base qu'un petit commerce d'œuvres littéraires est maintenant devenu une superbe entreprise qui a su s'inscrire dans notre panthéon des e-puissances économiques, aux côtés de Google, Facebook ou même Apple, que nous appelons donc maintenant les GAFAM. Comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, qui représente l'évolution du chiffre d'affaires de la compagnie durant ces dernières années en milliards de dollars, l'évolution d'Amazon est quasiment exponentielle, en partant des années 2000 de 2 milliards de dollars, pour arriver de nos jours à plus de 177 milliards de dollars chiffrés. Cette croissance incroyablement rapide a été rendue possible de par son business model typique des réussites de notre XXIe siècle, celles qui parviennent à exploiter au mieux les moyens technologiques de communication, c'est-à-dire Internet. Le principe est plutôt simple, il suffit d'axer un déploiement rapide dans le monde entier, s'implanter aux quatre coins du globe, puis seulement après se recentrer sur les questions de rentabilité. Si on devait citer quelques chiffres, Amazon, c'est actuellement plus de 250 millions de produits référencés dans son catalogue en ligne. C'est aussi plus de 10 000 entreprises actuellement affiliées à son programme Amazon Marketplace, que nous expliquerons juste après. Et c'est aussi et surtout actuellement plus de 20% de chiffre des parts des ventes en ligne, si l'on exclut évidemment tout ce qui est alimentaire. La puissance d'Amazon repose sur plusieurs facteurs. Le premier étant la richesse de son catalogue. Certes, il ne s'agissait que de vente en ligne de livres, pourtant, Amazon a su évoluer et s'est peu à peu mis à proposer de la vente d'un ensemble de produits plus éclectiques. On trouve maintenant de tout sur Amazon, du kit de jardinage jusqu'aux bottines de soirée, en passant par les cosmétiques ou les jouets pour enfants. Il est même maintenant possible de faire ses courses alimentaires si l'envie nous prend. Cette évolution a pour but de toucher un maximum de public dans un maximum de domaines. Cela est d'autant plus choquant qu'Amazon est allé jusqu'à concurrencer son propre marché avec l'apparition de la technologie des livres dématérialisés et du produit Kindle d'Amazon et son propre e-commerce de livres dématérialisés. C'est là la deuxième force d'Amazon, la puissance de la dématérialisation. D'une part, car puisque le service principal est un service dématérialisé, Amazon n'a seulement besoin d'investir que dans des entrepôts de stockage ainsi que dans des serveurs. Amazon en France, si on devait résumer, ce n'est finalement que 7500 personnes chargées avant tout d'emplois commerciaux et de logistique. La partie recherche et développement étant délocalisée en dehors de l'Hexagone. Ces personnes en France sont réparties dans 5 entrepôts principaux et plusieurs centres de tri tout autour de notre belle France. Il s'agit donc finalement de peu d'installations pour peu de coûts physiques
la partie livraison étant de plus assurée par des entreprises tierces. Il s'agit donc au final de faibles coûts pour une incroyable source de revenus, source qui se base en grande partie sur le dématérialisé. Cela, Amazon l'a bien compris. En plus de sites de e-commerce, Amazon, c'est aussi maintenant un store de contenu littéraire dématérialisé pour ses produits Kindle, mais aussi, depuis 2006, un service de cloud très prolifique avec le AWS. Le AWS, ou Amazon Web Service, regroupe deux services principaux. Le premier, EC2, qui est un service de location de machines virtuelles afin d'allouer de plus importantes puissances de calcul pour les entreprises. Et le deuxième, le AS3, qui constitue un service de stockage de données destiné encore une fois aux professionnels. À cela vient donc s'ajouter les fameux services Prime, que tout le monde connaît, qui constituent en fait un programme de fidélité pour le client consistant en un abonnement payant annuel de 49 € pour profiter de services premium, tels qu'une livraison garantie entre 2 et 5 jours ouvrés, voire même le soir même, dans certaines zones, surtout les grandes villes, etc. Encore récemment, Amazon s'est lancé dans les contenus multimédia en s'inspirant de Netflix, proposant maintenant une plateforme de visionnement de contenu, parfois exclusif, encore une fois une belle source de revenus pour finalement peu d'investissement et d'entretien, si ce n'est les serveurs physiques, la com et le recherche et développement. Au-delà du dématérialisé, Amazon cherche maintenant à s'implanter physiquement dans nos vies. Cela passe par l'utilisation de nouvelles technologies à la mode, les enceintes connectées, dont nous connaissons par exemple le Google Home, mais aussi maintenant le Amazon Alexa. Grâce à cela et à l'essor des innovations au sujet des intelligences artificielles, Amazon propose maintenant d'avoir son propre assistant chez soi, dévoué et prêt à commander n'importe quel article si la demande lui en a été faite. On peut aussi noter l'apparition d'enseignes physiques révolutionnaires de par leur concept de commerce non supervisé, c'est-à-dire sans vendeur. Le principe est assez simple, le client saisit ses produits dans les rayons, tout simplement, et grâce à plusieurs caméras ainsi que des algorithmes de technologie d'intelligence artificielle poussée, le client n'a plus qu'à sortir du commerce et son paiement est effectué automatiquement en ligne. Cette innovation de service n'en est pour le moment qu'à ses balbutiements, avec pour le moment qu'un seul magasin prototype ouvert et en plus hors Europe. Au sujet de la marketplace donc, la marketplace, ou place du marché, constitue la caractéristique principale d'Amazon. Nous pourrons nous efforcer d'expliquer avec des termes compliqués le fonctionnement de ce système, mais Amazon s'en charge parfaitement bien elle-même depuis son site internet. Nous pouvons donc la quoter. Les vendeurs marketplace sont des vendeurs indépendants, professionnels ou consommateurs, qui offrent une sélection de produits à l'état neuf, d'occasion, reconditionnés ou de collection. Amazon Service Europe et ses sociétés affiliées, donc d'Amazon, permettent à des vendeurs tiers de lister et de vendre leurs produits sur Amazon.fr. Amazon n'est ni l'acheteur, ni le vendeur des produits et des vendeurs tierces. Amazon fournit un lieu de rencontre dans lequel les acheteurs et vendeurs complètent et finalisent leurs transactions. Voilà donc pour la petite définition. Si nous devions résumer, Amazon ne propose finalement qu'un outil de médiation entre le client et l'acheteur. Et c'est là toute la puissance de l'outil. Puissance qui, néanmoins, a ses limites. Pour le marchand, d'un premier abord, Amazon se révèle être une solution non négligeable de vente. En effet, Amazon, c'est maintenant une expérience commerciale connue et reconnue tout autour du monde. C'est une vitrine dont l'image de marque a déjà fait ses preuves et a conquis le cœur de dizaines de millions d'acheteurs. Lors de son inscription, le vendeur obtient un compte unique commun à tous les sites de vente européens. S'il décide d'adhérer, Amazon lui offre 1 mois d'abonnement gratuit qui leur permettent de personnaliser eux-mêmes leurs prix et leurs frais d'expédition. De plus, ceux-ci ne seront pas débités de frais de mise en vente et bénéficieront d'un accès au rapport d'activité, à un forum vendeur, ainsi qu'à d'autres outils automatisés de gestion. Un grand nombre d'outils ont donc été créés par Amazon pour faciliter la vie aux vendeurs, les encadrer et les accompagner pour leur offrir une expérience de vente optimale. De plus, le programme Fulfillment by Amazon constitue un véritable avantage pour les vendeurs.
Celui-ci leur permet de stocker leurs produits dans les entrepôts appartenant à Amazon. La prise en charge de la préparation des commandes, l'emballage, l'expédition et même le service client ainsi que la gestion des retours sont entièrement gérés par Amazon, par le biais évidemment de ses partenaires de distribution. Enfin, on peut aussi évoquer l'existence d'une buy box, qui est en fait un système qui fait que si les vendeurs maintiennent leur qualité de service au-dessus de 98%, ceux-ci entrent en compétition pour y être inscrits. À la clé, il y a possibilité d'apparaître dans les 3 meilleurs vendeurs d'une fiche de produit. Cela permet donc de maintenir la compétitivité, mais aussi la qualité des offres au mieux. D'autre part, côté client, il s'agit de même d'une formidable simplification qui est offerte par Amazon. Le cercle vertueux d'Amazon amasse chaque jour plus de célébrités, donc plus de vendeurs et plus de choix. Puisqu'il y a plus de choix, il y a donc un catalogue plus vaste et il y a donc plus de clients. Et donc le client a plus de chances de trouver son bonheur. À cela vient s'ajouter les avantages Prime qui permettent de fidéliser les utilisateurs du site en leur promettant des livraisons extrêmement rapides. Et si jamais tout cela ne suffisait pas, Amazon organise régulièrement des campagnes promotionnelles comme les Amazon Days pour fidéliser encore plus sa clientèle par le biais de ces événements réguliers. Donc en somme, en combinant le large choix de produits ainsi que la facilité d'accès à tous ces produits, c'est-à-dire ne pas avoir à parcourir plusieurs sites différents, Amazon devient alors le site de référence en termes de facilité de comparaison et d'achat de produits. Et ce, jusqu'à l'achat, qui est maintenant finalisable en un clic. Ce qui renforce encore plus la facilité d'utilisation pour le client. Au final, plusieurs experts se sont penchés sur le cas Amazon pour faire une modélisation de son marketplace, et de là est sorti le principe mathématique dit de la traîne ou de Pareto. En résumé, on peut représenter Amazon comme une courbe logarithmique, avec la popularité des produits en abscisse et la quantité en ordonnée. Dans un marché traditionnel, comme nous pouvons le voir ci-contre, 20% de l'offre fait 80% du chiffre d'affaires. Le reste des produits ne servant qu'à garnir une offre ostensiblement fournie. La force d'Amazon, c'est qu'en fait, elle n'a pas de contrainte de place. Un article de plus est au final qu'une page de plus sur Amazon.com. En y ajoutant la renommée grandissante du site, on se retrouve finalement avec un modèle remanié où la somme de toutes les ventes de second plan détrône le chiffre d'affaires des best-sellers. Nous allons vous parler de la relation avec les vendeurs. Qui sont réellement les vendeurs d'Amazon? Comment Amazon y trouve son compte? Pourquoi certains vendeurs proposent-ils des produits identiques mais à des prix différents? Nous allons tâcher de répondre à l'ensemble de ces questions ici. Sur le site d'Amazon, il existe un nombre incalculable de vendeurs différents, tous portant des noms plus ou moins similaires. Nous les avons classés selon 4 types. Le premier type, les vendeurs fantômes. Ils possèdent souvent des magasins physiques. Cependant, ils s'inscrivent sur la plateforme sous différents pseudonymes. Un vrai nom faisant office de représentant de la marque et plusieurs faux noms. Les articles qu'ils vendent ne sont pas de la contrefaçon. Ils proviennent de leur stock, mais leur stratagème consiste à vendre un même article en utilisant plusieurs de leurs faux noms, en plus de leur vrai nom de vendeur, à des prix différents. Tout ceci a pour objectif de jouer la carte de la concurrence afin de faire gonfler leurs ventes. Même si Amazon crie haut et fort qu'il renie ce genre de pratiques, elles apparaissent tout de même pour la plateforme comme un véritable gagne-pain grâce à la commission que l'entreprise récolte pour chaque article vendu. En effet, ce type de vendeur est reconnu pour l'importante quantité d'articles vendus. Nous allons maintenant vous parler de la seconde catégorie des vendeurs étrangers. Normalement, pour pouvoir vendre via la plateforme Amazon France, il est nécessaire de faire partie d'un membre de l'Union européenne. Or, un important pourcentage de vendeurs amazoniens ne respectent pas cette règle. Ce type de vendeurs sont divisibles en 2 sous-catégories. Les vendeurs français, basant leur entreprise à l'étranger afin de s'exonérer des taxes et des impôts français, proposant souvent leurs articles à des prix exorbitants, Amazon gagne beaucoup à autoriser ses ventes. En effet, la plupart des articles sont souvent des produits à succès. Ainsi, lorsque tous les autres vendeurs d'un même article sont en rupture de stock, ce vendeur, dont les ventes étaient quasiment nulles, voit son chiffre d'affaires grimper d'un seul coup.
alors même que son prix initial n'est pas descendu. Amazon touche ainsi une commission beaucoup plus importante que pour ce même article vendu au prix normal. De plus, ils utilisent souvent les options de livraison que propose la plateforme. Comme cela, ils évitent par conséquent les taxes françaises appliquées au transport. Quant au second, ce sont généralement des vendeurs de nationalité chinoise, tentant par tous les moyens de revendre la marchandise contrefaite. Ils ne restent pas longtemps acceptés sur la plateforme. En effet, en plus de vendre de la contrefaçon, les délais de livraison sont extrêmement longs, puisque les produits sont expédiés de l'autre bout du monde. Et le troisième type de vendeurs sont les vendeurs déstockeurs. Ces vendeurs ne sont rien d'autre que la représentation de nos magasins de notre quotidien, comme le Brésil, la compagnie Louis, Barbie, Sony, Apple, Fnac. En effet, nous nous doutons bien que l'une des tâches les plus complexes au sein d'un commerce est la gestion des stocks. Chaque année, les invendus se comptent en plusieurs milliers, et pas uniquement dans le domaine de l'alimentation, dans tous les domaines, comme par exemple l'univers du textile ou celui des fleurs. Pour remédier à ce problème, une solution, Amazon. Mais dans l'histoire, qui gagne quoi? Bien évidemment, les magasins, bien que vendus moins cher, peuvent vendre et ainsi limiter les pertes dans leur stock. Quant à Amazon, en plus de récupérer un pourcentage sur les biens vendus, l'entreprise améliore également sa popularité. En effet, la plateforme pourra ainsi attirer toujours plus de clients en promouvant le fait qu'ils vendent des produits de telle ou telle marque à succès. Enfin, le dernier type de vendeurs que nous avons remarqué, les arnaqueurs. Ils sont très importants. Nous les avons divisés en 4 catégories. Ceux qui bradent les articles contrefaits à des prix défiant toute concurrence, ceux qui vendent leurs articles au prix magasin en utilisant un pseudonyme relativement similaire au nom dudit magasin, et enfin, les deux derniers types, ceux vendant leurs articles à des prix plus ou moins honnêtes sans utiliser la contrefaçon, mais qui gonflent leurs frais de transport, et enfin, ceux affichant un prix de départ supérieur au prix normal de l'article, puis le barre et affiche un prix soldé correspondant dans la plupart des cas au prix auquel l'article est vendu sur le marché. Comme nous l'avons précisé plus haut, Amazon raffole de ce type de vendeurs, puisque leurs ventes représentent plus de la moitié des ventes amazoniennes. Leur pourcentage sur ces ventes n'est donc pas vraiment négligeable, et c'est pour cela que même si Amazon connaît et clame chasser ses vendeurs de sa plateforme, en réalité, il n'en est rien. Bien sûr, il existe des vendeurs honnêtes, régissant aux mêmes règles que les différentes sortes de vendeurs que nous venons de vous présenter. Cela paraît-il injuste? Sûrement, mais Amazon reste une entreprise avant tout. Et comme toute entreprise, l'entreprise choisira toujours ce qui lui est profitable, négligeant s'il le faut la justice. Comme dit précédemment, Amazon n'a pas de lieu de vente physique, mais des lieux physiques tout de même qui représentent la société, tels que des entrepôts ou encore le siège social de la société à Seattle. On pourrait alors se demander, mais qu'est-ce qu'achète Amazon? Les achats chez Amazon sont principalement des achats IT, tels que des ordinateurs ou des baies de stockage pour les bases ou encore des achats immobiliers pour les entrepôts, afin d'étendre leur réseau comme dit précédemment. Mais s'étendre rend la gestion des stocks et des bases très complexe pour Amazon. C'est pourquoi ils en délèguent une grande partie par la création de services tels que la plateforme Amazon Market ou la plateforme Amazon Mechanical Turk dont nous allons parler par la suite. Comme dit précédemment, Amazon ne veut pas directement charger ses fournisseurs, c'est pourquoi ils ont mis en place la plateforme Amazon Marketplace. Ce système qui permet aux entreprises extérieures de pouvoir mettre en vente leurs produits sur le site d'Amazon et ainsi économiser à Amazon du temps et des ressources. L'entreprise qui inscrit son produit sur le site n'a plus ensuite qu'à envoyer des exemplaires aux différents sites de stockage d'Amazon qui se chargeront de les livrer. Dans le même temps, Amazon a lancé Amazon Mechanical Turk. Ce second service est un service qui leur permet aux entreprises qui y adhèrent d'externaliser certaines tâches dématérialisées. Ces tâches seront effectuées par des personnes du domaine privé, comme vous et moi, contre rémunération évidemment. Ces tâches sont souvent de l'analyse de données dans des domaines où l'intelligence artificielle fait encore défaut de nos jours. Ces deux services entrent dans une mécanique de crowdsourcing qui est l'utilisation du savoir-faire d'un grand nombre de personnes en sous-traitance pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un employé. Je vais à présent vous parler d'un des autres grands principes du fonctionnement d'Amazon, le flux tendu. Concrètement, il s'agit
de réduire les stocks de produits pour réduire les coûts et minimiser les délais. La production du flux tendu s'applique majoritairement dans l'industrie, mais elle peut également s'appliquer dans le cadre des plateformes dématérialisées, du fait que la grande partie de ce système s'applique sur la gestion des stocks, activité principale dans le cas d'une entreprise de livraison. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux façons de produire le flux tendu. À flux poussé, ce qui signifie que l'on stocke en fonction d'un prévisionnel de vente, ou à flux tiré, lorsqu'on ne commande que sur la base des demandes effectives. Chacun présentant ses avantages et ses inconvénients, on pourrait citer d'ailleurs, dans le cas d'Amazon, les lieux de stockage exclusivement pour les clients Amazon Prime qui fonctionnent clairement en flux poussé afin d'assurer les délais de livraison annoncés par Amazon. Qu'en est-il de la relation client? Amazon est devenue au fil des années la plateforme la plus utilisée et la plus connue pour réaliser ses achats en ligne. Mais comment Amazon a-t-elle réussi à tirer parti au maximum de son activité et à se créer une image de marque leader tout en réussissant à fidéliser de plus en plus de clients, tout en les satisfaisant? Tout d'abord, l'obsession client. La culture d'entreprise d'Amazon accorde une très grande importance aux clients. Et pour cela, elle en a fait une valeur à transmettre à tous ses nouveaux collaborateurs au travers d'une initiative appelée le Customer Experience Fresh Eyes. Elle consiste, pour chaque nouveau collaborateur, à rédiger un rapport sur les aspects qu'elle trouve négatifs ou non favorables aux clients, et ce, 2 mois après leur arrivée dans l'entreprise. Elle a choisi de focaliser surtout son service de suivi après-vente et n'utilise pas une très grande campagne de publicité. Et consciente que cela est un investissement conséquent, elle n'hésite pourtant pas à le faire. Elle a notamment choisi d'assurer un service client joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, également par mail. Les centres d'appel sont situés sur plusieurs fuseaux horaires dans le monde, de sorte à ce que les conseillers soient le plus disponibles. Les clients peuvent aussi contacter ce service directement sur le site web. Ils peuvent laisser leur numéro de téléphone et se faire recontacter par un client par la suite. De plus, Amazon assure une livraison très rapide, et ce selon le pack qu'on choisit. On peut se faire livrer en moins de 3 jours ou même en un jour ouvré, et c'est notamment possible avec le service Amazon Prime, qui est un peu plus cher, mais qui compte aujourd'hui plus de 100 millions d'adhérents. De plus, les retours des produits sont assez faciles. Et pour être plus proche de ses clients, Amazon a également développé Alexa, qui est une intelligence artificielle, proposant des services comme la météo, qui joue de la musique et aide à réaliser une liste de choses à faire. Enfin, Amazon a aussi développé un service de streaming vidéo. Donc, elle surfe sur la tendance digitale de la consommation de la vidéo, et notamment une nouvelle série appelée Anna est actuellement disponible. Mais tous les services que j'ai cités au-dessus qui sont proposés par Amazon ont pu être développés et améliorés grâce à l'attention portée aux opinions de ses clients, notamment au travers des commentaires laissés qui sont analysés. Mais il n'y a pas que les commentaires qui sont scrutés. Des informations invisibles que le client laisse derrière lui lorsqu'il navigue sur le site web sont aussi collectées et analysées. L'historique des produits achetés est consulté afin de proposer des produits et des publicités ciblées ou ces données personnelles. Il existe des réglementations. Depuis 2016, le Protective Shield s'applique à tout type de données qui sont échangées depuis l'Union européenne vers les États-Unis. Et d'un autre côté, en Europe, en 2018, le Règlement général sur la protection des données a été adopté. Elle permettra de renforcer sensiblement le droit des citoyens de l'Union européenne, tout en leur donnant plus de maîtrise sur leurs données personnelles. Elle instaure un système de pénalité aux organisations qui traitent ces données et met l'accent sur leur responsabilisation.
Se doit de respecter cette réglementation, plus qu'elle utilise des données personnelles de personnes vivant dans l'Union européenne. Mais qu'en est-il de la concurrence avec les enseignes physiques? Les achats d'Amazon sont souvent considérés comme pratiques, simples et rapides, mais parfois les enseignes physiques peuvent lui faire concurrence, notamment sur le conseil sur les produits. Car en effet, à certaines périodes, les clients se retrouvent parfois déçus de leurs achats. La proximité peut parfois manquer. Mais Amazon reste sur le qui-vive et a notamment ouvert quelques magasins physiques, toutefois sans caisse. En attendant de généraliser son concept de magasin physique, Amazon effectue ses ventes en ligne. Je vais maintenant vous parler d'un exemple où on peut peut-être considérer qu'Amazon était un peu à la traîne par rapport aux enseignes physiques. En effet, pour être en phase avec les évolutions technologiques des sites web et en vue d'améliorer l'expérience client, Amazon a dû changer en profondeur sa page d'accueil pour la rendre plus épurée. En effet, cette page d'accueil avait beaucoup de contenu sur les produits et les avis clients et ça l'a surchargée. Elle s'est inspirée des sites de deux grandes enseignes de produits américaines, Target et Walmart, qui sont, elles, des enseignes physiques. On peut donc considérer qu'elle a dû se mettre à la même page que ces enseignes physiques. Sur un autre plan plus éthique, la gestion des produits retournés est un service assez rapide et simple, et au vu de la quantité de produits et de clients qui utilisent ce service, une découverte assez controversée a été faite sur ces produits retournés qui sont en fait détruits. Nous pourrons donc nous demander si, face à l'ampleur de l'empire d'Amazon, de ses milliers d'employés et de ses produits, la digitalisation des opérations ne ferait pas perdre la conscience sur l'aspect matériel et réel des objets. Bien, alors pour conclure sur ce projet, ce que l'on peut dire c'est que nous avons pu découvrir un peu mieux l'envers du décor d'une plateforme dont la réputation n'est plus à faire, c'est-à-dire Amazon. En effet, cette plateforme dématérialisée est maintenant mondialement connue. De plus, le monde change et de plus en plus de gens commandent via Internet, sûrement par manque de temps ou d'argent. Tout est plus simple via le net, si bien que de plus en plus de plateformes dématérialisées voient le jour depuis quelques années. Désireuses d'obtenir un succès égal à ce géant du net, elles tentent tant bien que mal de copier les pratiques amazoniennes. Mais au vu de nos recherches, aucune n'y est encore parvenue. Nous avons toutefois repéré quelques-unes de ces plateformes qui, selon nous, sont à guetter comme à l'avenir comme Joom, l'entreprise russe proposant des produits chinois du même genre que ceux vendus sur Amazon, mais contrefaits, ou encore Fnac, qui même si l'enseigne possède de nombreux points de vente physiques, cette entreprise glisse peu à peu vers la vente de produits en ligne de toutes catégories. En conclusion, les achats 4.0 ne sont pas près de s'arrêter, et même s'ils ont affirmé leur place sur le marché français, nous sommes convaincus qu'un brillant avenir se dessine pour eux.